Oui, nous allons essayer de balayer ensemble ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années dans ce domaine des biotechnologies et essayer de bien distinguer ce qu'ont été les progrès de la biologie, de la génétique moléculaire, de ce qu'on appelle la génomique, la connaissance du génome, qui constitue un champ de recherche fondamental en soi, et puis ce qu'on peut en tirer pour les appliquer dans le monde des biotechnologies, en particulier un secteur que tout le monde connaît bien parce qu'il a été placé, il est toujours placé sur le devant de la scène et l'une des conséquences de ces recherches, quand on les applique en biotechnologie, les OGM, pour se focaliser plutôt sur un domaine qui est souvent moins contesté dans ses ambitions et qui est le domaine de la santé et des révolutions auxquelles ceci peut conduire. Alors, les biotechnologies, si on repart de zéro, comme je pars toujours du principe que personne ne connaît... Ah, ça doit chauffer peut-être un peu. Hein. Ce que représentent d'un côté les biotechnologies et de l'autre côté la révolution en biologie, je vais essayer de vous rappeler que les biotechnologies, c'est quelque chose de très ancien, au fond, qui date, à peu de choses près, du moment qu'on peut retracer à partir du moment où l'homme, qui était un chasseur, est devenu agriculteur, chasseur-cueilleur, agriculteur et cultivateur. C'est-à-dire qu'il a commencé à ne plus simplement se servir de la nature, mais à essayer de l'exploiter au sens où nous l'entendons toujours aujourd'hui. Et comme vous le voyez sur ce transparent, on peut retrouver des traces d'applications biotechnologiques que je vais définir dans un instant, il y a très longtemps. Des boissons alcoolisées qui ne sont rien d'autre que de l'utilisation de levures, c'est-à-dire de micro-organismes qui se servent du sucre comme aliment et qui produisent de l'alcool, ou d'un autre micro-organisme qui prend dans un liquide l'alcool pour la transformer en acide acétique qui fait du vinaigre, eh bien, tout ceci date d'il y a très longtemps. Alors, au fond, nous utilisons les biotechnologies depuis cette époque, et l'une des questions qu'on peut se poser tout de suite, c'est pourquoi parle-t-on autant de ces techniques aujourd'hui, dès l'instant où elles ont un passé aussi long? Bien entendu, c'est parce que ces biotechnologies représentent une interface entre la recherche aujourd'hui la plus fondamentale et le monde financier et industriel, qu'elles sont souvent sur la sellette, comme le trait d'union entre un monde qui est peu contesté, peu sujet à critique, en tout cas il se vit comme cela, je suis chercheur, et on a toujours l'impression quand on fait de la recherche qu'on travaille pour le bien de l'humanité, et puis les applications de cette recherche qui, elles, évidemment, sont souvent sujettes à plus de questions, voire l'énergie nucléaire dans ses applications militaires. Et souvent, le chercheur se dissocie dans sa vision du monde clairement des applications en disant « nous, on essaie de faire notre travail pour le bien de l'humanité et au fond, nous ne sommes pas vraiment responsables de ce qui se passe en aval de ce qui se fait dans nos laboratoires ». Or, aujourd'hui, déjà que ceci était très discutable, parce que les choses sont jamais aussi nettes, aujourd'hui, dans le monde de la biologie, l'interface est devenue tellement fugace, le parcours entre la recherche la plus fondamentale et l'application industrielle est tellement rapide que bien souvent, le même laboratoire est à la fois à l'origine de travaux tout à fait fondamentaux et à l'origine quasi immédiate, à l'échelle de l'évolution de la planète, d'applications industrielles. Et donc, il est légitime, lorsqu'on parle de biotechnologie, de s'interroger aussi sur ce qui se passe en recherche, etc. Ce qui pose aux chercheurs que nous sommes des questions très difficiles. Alors, d'abord, un mot de définition. Qu'est-ce que c'est que les biotechnologies ? Les biotechnologies, la définition la plus couramment admise par tout le monde, c'est que c'est l'ensemble des méthodes ou des techniques qui utilisent des éléments du vivant, donc par exemple dans le cas de l'alcool tout à l'heure et de l'acide acétique, les levures, pour rechercher, produire ou modifier des éléments ou d'organismes d'origine végétale ou animale. On peut même l'élargir à l'utilisation du monde vivant à des fins de transformation du monde qui nous entoure, et pas uniquement du monde vivant. On peut imaginer, on le verra tout à l'heure,
utiliser les biotechnologies pour, par exemple, traiter un problème de pollution type nappe marée noire. Se servir de micro-organismes et essayer de les améliorer, entre guillemets, pour que ce qui est considéré comme une véritable pollution, et qui l'est au moins pendant un temps, soit traité par ces méthodes d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Sachant que la meilleure solution, c'est quand même qu'il n'y ait pas de marée noire. Mais dès l'instant où on est dans cette situation-là, comment peut-on se servir de cela? Donc elle regroupe des méthodes traditionnelles, je l'ai dit tout à l'heure, et puis toutes ces nouvelles méthodes dont on va parler dans un instant. Alors ces méthodes nouvelles dérivent directement des études qui ont été conduites au cours des 30 dernières années. Le chercheur que je suis a connu 3 révolutions successives, ce qui est beaucoup dans la vie d'un chercheur, puisque c'est une trentaine d'années, donc en 30 ans on a connu ça, et qui découle directement de l'étude de cette molécule dont vous savez, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, qu'elle est le support de l'hérédité, c'est-à-dire que c'est dans la structure élémentaire de cette molécule que résident tous les messages qui sont transmis au cours de génération en génération et qui sont responsables de ce qu'on appelle la transmission héréditaire des caractères. Tout ceci est inscrit en grande partie, en très grande partie, dans cet ADN. Je dis bien en très grande partie parce que vous le savez bien, à côté de cette hérédité qu'on pourrait appeler dure, solide, bien établie, la taille, la couleur des yeux, etc., il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui sont liés à ce qu'on appelle d'une manière très générale l'environnement. Et le cerveau, par exemple, dont les éléments d'architecture de base sont déterminés également par notre information génétique, reçoit au cours de son développement beaucoup d'informations du monde environnant et à partir de ces informations est capable de se restructurer d'une manière beaucoup plus importante que s'il n'était pas soumis à ces conditions environnementales. Donc on retrouve là tout le débat autour de l'inné, de l'acquis et tout cela. Et tout ceci est complètement confirmé par ces études autour de l'ADN. Alors pourquoi cet ADN est-il à l'origine d'une révolution en biotechnologie? Pour une raison extrêmement simple, qui est la découverte d'outils d'ailleurs appartenant aux vivants. Aucun de ces outils n'a été fabriqué par l'homme. Ces outils ont été isolés à partir du monde vivant qui nous entoure par les chercheurs au cours du temps. D'ailleurs, le plus souvent ne sachant pas, au moment où on les découvrait, que ces outils deviendraient ultérieurement des outils très importants pour, d'une part, la recherche et d'autre part, les applications biotechnologiques. Beaucoup de ces découvertes ont été faites à partir d'études très fondamentales qui, si on les avait proposées en soutien aux industriels, auraient dit probablement ça ne nous intéresse pas du tout. Donc retenons déjà ce message que parfois des recherches très, très loin en apparence des applications peuvent féconder à terme, bref ou moins bref, le monde. Alors, en gros, ça se résume d'une manière très simple. Grâce à ces outils, on est capable, au sein de cette molécule immense, qui fait 3 milliards de molécules élémentaires. Alors 3 milliards, ça ne paraît pas beaucoup pour ceux qui sont habitués aux étoiles. Mais sachez que si je lisais le texte de l'ADN, 3 milliards de lettres, à raison d'une lettre par seconde, ça veut dire qu'il me faut un siècle pour lire complètement la molécule. Ça donne déjà une idée de l'importance de cette molécule. Si je figurais chaque lettre par un tout petit rond de quelques millimètres, c'est plusieurs milliers de kilomètres qu'il me faudrait déchiffrer. Si je traduisais cette molécule, ce qui se fait aujourd'hui, mais heureusement par des moyens beaucoup plus simples que ce que nous avions encore dans le passé récent, dans un livre 21-27 avec pagination ordinaire, 21-27, vous voyez la taille, j'aurais probablement plusieurs mètres, je n'ai pas fait le calcul en détail, plusieurs mètres d'étagères simplement de feuilles rassemblant ces 3 milliards. Donc tout ça pour dire que 3 milliards, c'est à la fois pas beaucoup et une immensité à retrouver. Donc je suis capable aujourd'hui, et depuis les années 70, d'aller découper au sein de cette énorme molécule un fragment très précis, en le coupant de manière très, très fine, très intelligente, et en récupérant ce morceau d'ADN, et en allant le replacer au sein d'une autre molécule d'ADN, puisque je tire profit, là, de l'universalité dans l'ensemble du monde vivant, micro-organismes, virus, bactéries, champignons microscopiques, végétaux, animaux, de l'universalité de cette molécule. Je peux donc,
en considérant ça comme un support chimique, jouer, entre guillemets, et c'est là on commence à toucher du doigt les difficultés, au Lego, en prenant un morceau pour aller le recaser dans une autre information. Et bien entendu, quand on fait cela, du point de vue de l'éthique des sciences, du point de vue de la réflexion sur ce que nous faisons, on commence à toucher du doigt des difficultés énormes. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire cela? Eh bien, pour une raison très simple. Imaginons que j'ai cette information au sein d'une cellule. Elle est noyée dans quelques centaines de molécules, de bases élémentaires, de ces lettres élémentaires, de ce fragment, toute petite fraction, noyée au milieu de 3 milliards. Si déjà j'arrive à la localiser au sein d'une molécule de beaucoup plus petite taille, que je sais isoler très facilement, je pourrais la purifier en grande quantité. Si en plus, j'utilise comme support une bactérie qui se multiplie à raison d'un doublement toutes les 20 minutes, vous pouvez faire le calcul, vous vous souvenez des fameux problèmes de la récompense d'un homme qui avait réglé un problème et qui avait dit comme récompense à ce que je souhaite, à ce que j'ai fait, je souhaite que vous me mettiez un grain de blé sur la première case, 2, 4, donc doublement toutes les 20 minutes. Vous pouvez calculer qu'en 24 heures, on a produit plusieurs centaines de milliards de ces molécules élémentaires. Donc j'ai une quantité infinie et je peux recommencer l'opération tant que je veux. Si en plus, je sais éduquer la bactérie en question pour lui faire produire quelque chose qui est codé par ce morceau d'ADN, je peux de la même manière produire en quelques heures une molécule qui parfois est extrêmement difficile à purifier et à obtenir. Donc vous voyez l'extraordinaire puissance liée évidemment à la simple propriété du vivant qui est la multiplication plus ou moins rapide selon les organismes et la production sous-jacente. Je vais prendre, pour vous illustrer cette propriété, un exemple malheureusement célèbre. Malheureusement parce que, avant que nous ne disposions de ces techniques, il fallait, pour régler ces questions, utiliser des méthodes très archaïques, très artisanales, qui se sont révélées extraordinairement dangereuses pour les êtres, pour les malades qui souffraient de cela. Ici, je vous représente 4 individus, 2 de taille normaux, et un dont vous voyez qu'il est extrêmement grand, et celui situé à l'extrême droite par là étant de taille qu'on qualifie de nain. Dans les 2 cas, l'anomalie vient du gène, du fragment de l'information génétique de ces 2 individus. L'un n'est pas capable de fabriquer de l'hormone de croissance, on comprend bien son nom. L'autre, au contraire, fabrique de l'hormone de croissance d'une manière anormalement élevée à n'importe quel moment et donc est frappé d'une maladie qu'on connaît bien en génétique et qu'on pourrait qualifier de gigantisme. Ces gens, évidemment, ont souvent un destin difficile puisque, au bout d'un moment, il y a une espèce d'anomalie générale du fonctionnement de l'organisme. Pour traiter cet individu-là, la solution simple, c'est d'injecter de l'hormone de croissance dès le plus jeune âge. Où vais-je trouver cette hormone? Elle n'est sécrétée qu'en très petite quantité pendant le début de la nuit par une glande située à la base du cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Et la seule source possible était cette glande. Je ne pouvais la purifier qu'à partir de cela. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'on ne va pas aller chercher chez chacun de nous l'hypophyse en question pour purifier. Donc on prenait des hypophyses d'accidentés ou de malades maintenus en survie dans les services de réanimation et qui, après ce qu'on appelle la mort cérébrale, permettaient de prélever cela. Et donc on obtenait une certaine quantité d'hormones de croissance par ce mécanisme-là. Une très petite quantité qui ne permettait pas de traiter tout le monde. Ou autre possibilité, je vais chercher chez des animaux, le porc dont on dit qu'il est souvent proche de l'homme pour ses applications médicales, la même hypophyse et j'essaie d'en purifier, avec les difficultés liées aux réactions qui peuvent se produire entre des espèces, donc un rejet au bout d'un moment de l'hormone en question. Vous savez malheureusement ce qui s'est passé. Donc ces jeunes enfants, traités très vite, grandissaient à peu près normalement et donc étaient en quelque sorte guéris et ayant atteint un âge normal, et une taille normale, n'avaient plus besoin de cette hormone. Malheureusement, parmi les malades
où les gens maintenus en survie artificielle, certains souffraient d'une maladie qu'on ignorait totalement chez l'homme à l'époque, qui est liée au prion, et qui, en permettant d'avoir cette hypophyse, conduisent à l'extraction en même temps que l'hormone de croissance de ce prion dont on parle tant aujourd'hui à partir de la vache folle, et qui a contaminé ces enfants avec malheureusement des morts ultérieures dues à cette dégénérescence du système nerveux central. Donc en traitant ces enfants, sans le savoir, on les condamnait à mort pour certains d'entre eux. Le jour où j'ai été capable, où nous sommes capables dans un laboratoire, d'isoler le gène, l'information qui code pour cette hormone de croissance chez un individu normal, bien entendu, eh bien, et que je le place, ce gène, dans une bactérie, si je sais faire fabriquer par ma bactérie l'hormone qui est codée par ce gène, et c'est aujourd'hui très facile, c'est même facile depuis presque une vingtaine d'années, je peux obtenir une quantité quasi infinie de cette hormone de croissance et en même temps, à partir d'une bactérie, avoir la quasi-garantie, mais pas sûre, que cette hormone ne sera pas dangereuse puisqu'elle est codée par le gène humain dans un être très éloigné de l'homme et purifiée ultérieurement. C'est ce qui s'est passé et aujourd'hui, il n'y a plus de problème dans le traitement de ces anomalies. Conséquence aussi immédiate, c'est que si ce travail est fait par une industrie et une biotechnologie, cette industrie est capable de conquérir le marché mondial immédiatement pour une application médicale, donc avec un certain prestige, un progrès pour l'humanité. C'est dire que face aux découvertes de ces gènes, face à ces outils très performants, on a vu vers les années 80, et ça a été la seconde révolution qu'on a vécue en biologie, la première étant le génie génétique dans les années 70, on a vu arriver dans le milieu de la biologie des sommes auxquelles nous, biologistes, n'avions pas l'habitude de faire face, avec des interactions et des demandes du milieu industriel auxquelles il fallait répondre. On a même vu, et ceci s'est passé de manière très fréquente aux États-Unis, des chercheurs créer leur propre société pour ne pas être dépossédés des retours sur investissement, comme on dit aujourd'hui, de leurs propres découvertes. On a vu tout un monde nouveau apparaître qui n'existait pas auparavant, avec des paris faits sur l'avenir assortis de sommes considérables, et que certains chercheurs considèrent comme, comment pourrais-je dire, une pollution dans leurs travaux de recherche. Pollution ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est à prendre en compte, car aujourd'hui, c'est devenu une pratique au quotidien dans de très nombreux pays dans le monde. Au départ, c'était essentiellement les États-Unis parce qu'ils ont une recherche en biologie et en médecine de très haut niveau et ensuite un ensemble de mécanismes qui permet à tout cela de se développer. Et ensuite, ceci s'est propagé à peu près dans tous les pays. Alors la deuxième révolution, c'est donc, si on peut la résumer, l'apparition de ce secteur d'activité industrielle nouveau. La troisième révolution est née en partie en France, grâce à quelque chose que vous connaissez tous parfaitement, même si certains ne sont pas toujours d'accord avec ce que cela signifie, estimant que ce serait peut-être à l'État de le faire cela, c'est le développement à Évry, où se situe aujourd'hui le Génopôle, d'un laboratoire richement doté, grâce au Téléthon, donc organisé par l'Association française contre les myopathies, et qui a développé une approche de la connaissance du génome de l'homme, de l'ensemble de l'information génétique chez l'homme, totalement nouvelle, faisant appel à des méthodes, au fond, assez classiques dans d'autres secteurs, mais totalement inhabituelles en recherche en biologie. Quelles sont ces méthodes? C'est simplement, devant l'énormité de la tâche visant à mieux connaître le génome de l'homme, les échéances, il faut que vous sachiez que les échéances, encore en 1993, c'est-à-dire il y a même moins de 10 ans, fixées pour la connaissance complète de ce génome étaient de l'ordre de 2015. Aujourd'hui, on sait tous que la première version du génome de l'homme a été publiée en 2001. Et cet énorme raccourcissement dans les échéances, cet énorme rapprochement dans ce qui s'est fait, ce passage de 2015 à 2001, et résulte de la mise en place de ces techniques totalement nouvelles pour la biologie. C'est quoi? C'est simplement l'utilisation de robots, donc au fond, rien d'extraordinaire. La mise en parallèle de tout un ensemble d'appareils qui jusque-là étaient isolés de manière unique et séquentielle. Et au fond, l'imagination d'un laboratoire de recherche de très haut niveau
dans une composante totalement industrialisée. Et ça, pour les chercheurs qui gardent, ayez présent face à vous l'image de Pasteur et sa paillasse, seul l'homme qui pense et qui crée le concept, pour beaucoup de chercheurs, ce genre d'approche était totalement contradictoire avec ce que doit être la recherche où le génie individuel doit intervenir. Il reste, donc ça a été très critiqué, beaucoup de gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire de la recherche, à quoi ça va servir, de toute façon il va y avoir plein d'erreurs, et puis au fond connaître le génome de l'homme, est-ce que ça va nous donner les secrets de la vie? Enfin on a tout entendu, il reste que premièrement, ces technologies sont non seulement aujourd'hui appliquées dans le monde entier pour connaître les informations génétiques de toutes les espèces, mais aussi ont donné naissance à une nouvelle pratique en biologie qui se résume par un mot que chacun peut comprendre, c'est la biologie à grande échelle, dont l'ambition est non plus de connaître un gène et son fonctionnement au sein de la cellule, mais d'appréhender la globalité d'une information génétique et son expression dans une cellule, donc d'avoir au fond du vivant une vision qualitative peut-être plus fidèle par rapport à ce qu'est réellement le vivant. Au fond, on pourrait résumer, vous me pardonnerez les approximations, on pourrait dire que le progrès du même ordre que celui qu'on aurait en sociologie, avec un sociologue condamné à essayer de comprendre les groupes sociaux, les sociétés, leur organisation et leurs interactions, en ayant comme seule possibilité de regarder un individu pendant toute sa vie, pas le reste, et à qui on donnerait le moyen, en quelques années, cette fois d'appréhender l'ensemble des individus par des techniques tout à fait nouvelles et qui, évidemment, seraient en situation de comprendre les phénomènes de sociologie d'une manière beaucoup plus pertinente. On a l'impression aujourd'hui, on est en plein dans cette révolution nouvelle, de pénétrer un monde de la biologie qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a un instant. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Donc cette troisième révolution qu'il faut bien comprendre, à nouveau bouleverse le développement de la science en biologie et en médecine, mais en même temps bouleverse les rapports entre la science et l'industrie. Pourquoi ? Quand vous avez des échéances à 2015, les industriels s'organisent pour profiter de ça en 2015. Si cette échéance devient en quelques temps, quelques mois, 2001, vous imaginez bien que dans les industries en question, on se remet en cause et on repense ce que va être le futur et on essaie de s'approprier ces technologies. On a même vu des industriels vouloir développer une entreprise dont le but était la connaissance du génome de l'homme, en se disant qu'à partir de cette seule connaissance, on aurait là un trésor. L'idée était que si ce génome était identifié totalement par une entreprise privée, eh bien, le public ne ferait pas l'effort, ne ferait pas le même effort, achèterait donc cette connaissance. Et donc, on a vu développer des pratiques qui ont fait que même aux États-Unis, les laboratoires publics se sont organisés avec l'ensemble des laboratoires publics impliqués, donc celui d'Evry aussi, et celui en Angleterre, s'organiser ensemble pour essayer de limiter, si je puis dire, les dégâts, entre guillemets, puisque l'idée, c'est quand même que le génome de l'homme appartient à un patrimoine de l'humanité, doit être resté accessible à tout le monde, et qu'il serait extrêmement dangereux pour le progrès de la connaissance, mais aussi pour les progrès industriels, de voir une société privée marchander ce genre de connaissances. C'est ce qu'on a couru comme risque entre 1998 et 2001, avec un match nul à la fin qui satisfaisait totalement le secteur public, puisqu'au fond, le fait d'arriver en même temps que le secteur privé éliminait l'un des avantages, comme disent les industriels, compétitifs de ce développement. Alors, je vous ai apporté une petite image qui résume ce qu'est un laboratoire de biologie à grande échelle tel qu'on peut le trouver à Évry. Vous voyez, c'est un laboratoire où on trouve en série, en parallèle, tout un ensemble d'appareils. Là, ce sont des séquenceurs. Il y a derrière ça des robots. Vous voyez peu de personnes. Ce n'est pas qu'on n'ait pas besoin de personnes, mais simplement ils interviennent. C'est un laboratoire qui fonctionne 7 jours sur 7, ce qui pour un laboratoire de recherche est déjà en soi étonnant. 24 heures sur 24. Pourquoi ? Parce qu'on est au fond soumis aux mêmes contraintes que l'industriel qui ne peut pas arrêter sa chaîne de production sous peine d'avoir plus de difficultés à la faire redémarrer, etc. Et tout ceci est mis en marche matin et soir par un ensemble de techniciens qui, dans le reste du temps, n'est pas nécessaire autour de ça. Il y a évidemment autour de ça une informatique de gestion de très haut niveau, capable d'une part de gérer tout ça, mais aussi de prendre en compte toutes les données très importantes qui sortent de ces laboratoires de recherche. Donc, retenons à ce stade de la présentation que
la biologie a vécu au cours des 30 ans précédents un nombre de révolutions, 3 très importantes, et que chacune de ces révolutions a eu des conséquences immédiates dans les relations entre la science et l'industrie. Donc, on va le voir maintenant, entre la science et la santé. Pourquoi est-ce que tout ceci est important pour notre santé? Eh bien, des travaux menés par l'AFM sur les maladies rares, génétiquement déterminées, c'est-à-dire transmises de manière certaine d'une génération à l'autre, héréditaires, on a appris autre chose. Quelque chose qu'on soupçonnait depuis longtemps, mais pour laquelle il était difficile de définir un statut scientifique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de preuves, mais que chacun sait intuitivement. C'est que nous sommes tous inégaux face à toutes les maladies. On a tous l'expérience de la personne qui, n'ayant pas beaucoup fumé, fait un cancer du poumon dit du fumeur, et inversement, de gens qui fument considérablement et qui, à 80 ans, continuent à fumer sans aucun problème. Ceci étant, quand on dit ça, ça va un peu vite en besogne, et c'est tout de même, du point de vue du scientifique, un peu réductionniste. Même par rapport aux infections de grippe, on connaît bien, c'est bien que certains d'entre nous, non vaccinés, ne développent pas de grippe, même dans des épidémies massives. Alors bien sûr, on a des tas d'explications, telle personne ne boit pas en même temps qu'elle fume, enfin, donc on est face à des données très multifactorielles dans lesquelles on ne sait jamais vraiment quoi dire. Et ça n'est qu'à partir de la mise en place de ces méthodes nouvelles qu'on a pu, de manière claire, démontrer que certaines de ces inégalités, pas toutes, avaient véritablement un statut de génétique, c'est-à-dire étaient transmises de génération en génération, mais d'une manière beaucoup plus subtile que lorsque on parle d'un gène type maladie héréditaire, maladie génétique rare. Au fond, ces gènes prédisposent à quelque chose ou nous permettent de résister à quelque chose, mais jamais de manière absolue. Prenons un gène, par exemple, qui vous transforme les produits dérivés du tabac, quand ils se consument, en cancérogènes. On peut bien comprendre que ça existe. On peut bien comprendre que ce gène, qui transforme ces produits en agents dangereux, s'il est plus ou moins efficace, va nous conduire à plus ou moins de danger. Si à côté de cela, en revanche, existe un gène qui, lui, est chargé de détoxifier, c'est-à-dire d'éliminer ces substances, eh bien, évidemment, il y aura une balance entre les deux gènes. Or, la plupart de ces grandes pathologies dont nous souffrons tous sont en fait liées aux effets multiples d'un ensemble de peut-être 10, entre 5 et 10 gènes. Disséquer tout ça paraissait hors de portée. Comprendre tout cela paraissait hors de portée. C'est depuis que ces technologies dont je parlais tout à l'heure sont apparues qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on dispose de pistes sérieuses pour aborder des pathologies que jusqu'à présent, on avait beaucoup de mal à étudier. Je vais prendre un exemple très célèbre, l'épilepsie. Bien sûr, il y a des épilepsies génétiques très peu nombreuses. Un peu comme les cancers, on dit il y a des familles dans lesquelles on trouve un niveau de cancer quasi héréditaire, de génération en génération. Mais c'est quelques pourcents. L'épilepsie, de la même manière, il y a des familles épileptiques dans lesquelles on peut retracer un arbre généalogique clair. Ça aussi, c'est quelques 2 à 3%. Quid des 95% de gens épileptiques dont on ne peut pas démontrer que leurs parents souffraient d'épilepsie, que les cousins, etc. Eh bien, chez l'homme, l'épilepsie touche, vous le savez, une zone du cerveau. S'agissant de gens qui, par ailleurs, sont très bien portants, vous n'allez pas commencer, pour essayer de comprendre la pathologie, charcuter le cerveau. Donc vous faites des enregistrements, enfin des choses assez difficiles et qui n'apportent pas beaucoup d'informations. L'autre ressource dont profitent les chercheurs dans ce cas-là, c'est si j'ai un bon modèle chez l'animal, au prix, il est vrai, de quelques sacrifices de souris ou de rats, voire d'autres espèces, je peux essayer de disséquer, de comprendre l'origine de ces pathologies et d'en comprendre le mécanisme. Malheureusement, dans le cas de l'épilepsie, les modèles sont apparus très tardivement. Donc pendant près de 30 ans, les médecins sont restés relativement désarmés. Heureusement, il y avait une molécule qui ne marchait pas trop mal, mais relativement désarmés, en particulier face aux épilepsies qui étaient rebelles à ce traitement. Le fait que vous disiez, que nous disions, nous sommes inégaux face à l'épilepsie, essayons par ces méthodes très sophistiquées de caractériser chez les gens qui souffrent d'épilepsie
les raisons qui sont inscrites dans la molécule de ces individus-là, qui les différencient des autres individus qui ne souffrent pas de ces pathologies type épilepsie, je peux essayer de savoir, de comprendre, de déterminer s'il y a des gènes qui prédisposent à ça. La réponse est oui. Il y en a même beaucoup. Et donc, à partir de là, en comprenant à quoi servent ces gènes dans l'organisme, je peux commencer de fil en aiguille à retracer un éventuel mécanisme à l'origine de cette pathologie. Mais plus important encore, si je dis chez cet individu-là, ce gène est dans une formation, dans une configuration telle qu'il va être prédisposé à l'épilepsie. Peut-être que si je joue sur ce gène particulier chez cet individu-là, alors je disposerai d'un traitement nouveau et spécifique pour lui. D'où, à nouveau, l'extraordinaire puissance de ces méthodes et en même temps l'intérêt conjugué des entreprises de pharmacie. Sauf que l'industrie pharmaceutique n'est pas du tout adaptée pour répondre à autant de gènes en même temps. Je me souviens d'une discussion en 1998 avec un grand responsable de l'industrie pharmaceutique à qui j'allais vendre le projet d'Evry, entre guillemets, vendre au sens il faut que tu t'y intéresses, il faut que tu nous aides, il faut que tu participes de loin, mais quand même à tout cela. Et qui me disait, mais comment peux-tu imaginer que je m'intéresse à tout ce que vous allez faire? Ça fait 20 ans que j'ai isolé un gène dont je sais qu'il joue un rôle important dans le cerveau. Ça fait 20 ans que j'essaie de trouver une molécule chimique qui puisse contrebalancer l'effet de ce gène, et j'ai toujours pas trouvé. Et toi, tu es en train de me proposer 1000, 2000, 3000 gènes? Impossible, je ne sais pas faire. Réponse, eh bien, des gens vont faire le pari d'investir sur des petites entreprises, chacune dédiée à l'étude, par exemple, d'un gène. Alors, certaines ne donneront jamais rien. Ces gens qui ont mis leur argent pour développer ces activités perdront leur argent. Mais le pari qui est fait par ces gens qu'on appelle des capitaux risqueurs, c'est-à-dire des gens qui utilisent votre argent, en passant, enfin le nôtre, mais par des mécanismes qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, vous savez que ces fonds de pension nord-américains consacrent en gros 5 à 10%, donc qui capitalisent pour les retraites de ceux qui versent dedans, mettent 5 à 10% de leurs moyens dans ces entreprises. Et l'idée, c'est que, certes, 9 sur 10 seront des échecs, mais si la 10e est un grand succès, alors je ferai fortune. Voilà la base du raisonnement. D'autant que ça s'est révélé vrai. L'une des petites sociétés comme que vous connaissez peut-être pas de nom, mais dont vous connaissez à coup sûr le produit, est devenue une entreprise mondiale en quelques 2 ou 3 ans. Ce qui, d'ailleurs, dans le monde pharmaceutique, s'était jamais vu. C'est cette société qui fabrique une hormone que vous connaissez bien, célèbre, qui s'appelle l'érythropoïétine. Hormone qui ne sert pas évidemment uniquement aux coureurs du Tour de France pour gravir l'école, parce que ça ferait un marché relativement réduit. Mais ça sert à tous les gens qui souffrent d'insuffisance rénale, organe dans lequel cette hormone est fabriquée, et qui, parce qu'ils souffrent d'insuffisance rénale, n'en fabriquent plus et par conséquent deviennent anémiques. Ou bien qui sert, lorsqu'on est traité par exemple par des agents anticancéreux, à lutter contre l'anémie. Et cette molécule a été, lorsque le gène fut isolé, vendue au monde entier. Et cette entreprise est devenue en quelques années un leader mondial dans son domaine. Donc, vous voyez que tout ceci n'est pas rien. Alors, évidemment, quand on rapproche les chiffres, on est un peu surpris. On peut compter dans le monde des hommes, en gros 6000 maladies génétiques, dont, vous voyez, 50 seulement représentent 80% de tous les malades. Chacune de ces maladies touche très peu d'individus parfois. Donc il n'y a aucune recherche industrielle pour essayer de trouver des traitements. Car n'importe quel industriel, et c'est tout à fait légitime, il n'y a aucune critique à formuler contre cela, il faut bien s'en rendre compte, ne peut faire des recherches qui vont lui coûter très cher si derrière, trouvant un produit, ce qui n'est même pas sûr, il ne pourra le vendre qu'à quelques dizaines de personnes dans le monde. Donc les industriels de l'industrie pharmaceutique s'intéressent uniquement aux grandes pathologies, c'est-à-dire les maladies du système cardiovasculaire, les maladies rhumatismales, le cancer, le système nerveux central, enfin tout ce dont on entend parler quotidiennement. Ce qui d'ailleurs explique l'action de l'AFM et d'autres associations, comme l'association contre lutte contre la mucoviscidose et d'autres, qui, voyant en gros les chercheurs les délaisser, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais
on ne peut pas travailler sur 6000 maladies génétiques, même quand on est plein de bonne volonté en recherche, et puis il faut développer d'autres secteurs de la science, etc., etc., se trouvant délaissés d'une part par les chercheurs du public, de leur point de vue, et par les industriels, ont décidé de monter leurs propres actions. De là, le laboratoire Généton, de là, l'ambition de l'AFM aujourd'hui de traiter la plupart des maladies génétiques. En revanche, les industriels s'intéressent évidemment à cela. Alors, on va prendre l'exemple de quelques applications qui me paraissent essentielles pour, d'une part, les maladies génétiques. Alors, la seule solution aujourd'hui disponible pour les maladies génétiques rares, qui fait l'objet de recherches à la fois fondamentales et industrielles dans le monde des biotechnologies, c'est la thérapie génique. C'est la seule. Ça consiste à quoi? C'est simple. Ça consiste à prendre un gène normal, dans sa version normale, et d'essayer de le placer dans la cellule où le gène est anormal, pour, à l'image, pardonnez-moi, de ce que ferait un garagiste, remplacer le gène défectueux par un gène normal. Sauf que ceci est facile à dire et extrêmement difficile à faire. Puisque si chez l'animal, où évidemment on ne se pose pas de problème éthique et d'application de ces technologies au sens de la durée de vie à long terme de l'animal, ceci se fait dans certains cas d'une manière très efficace. Chez l'homme, évidemment, on ne peut pas appliquer ces techniques tout de suite, sauf dans des cas extrêmement rares où la survie de la personne est en jeu. De là les succès d'Alain Fischer à Paris, Necker, il y a maintenant 3 ans, qui, face à des enfants souffrant de pathologies gravissimes, ce qu'on appelle les enfants bulles, qui sont incapables de réagir contre les infections de quelque nature qu'elles soient, et donc qui sont extraordinairement sensibles et qui meurent d'infections, pour lesquelles il existait des protocoles thérapeutiques d'une autre nature avant. Mais au fond, ce qu'on a fait, ce que Alain Fischer a fait, c'est prendre les cellules du sang de ces enfants, leur a injecté le gène qui manquait, qui était anormal chez eux, a réinjecté ces cellules et a obtenu un effet thérapeutique, au moins jusqu'à présent. Ce qu'on ne sait jamais quand on fait cela, c'est si ceci va durer indéfiniment, et surtout si à terme, ce qu'il faut dire clairement, il n'y aura pas des conséquences, puisqu'on n'est pas capable aujourd'hui, par exemple, de contrôler l'endroit où va se situer le gène. On est un peu à l'aveugle. Mais face au caractère de gravité de ces pathologies, et avec, bien entendu, l'assentiment des comités d'éthique divers qui existent à ces niveaux-là, on a autorisé Alain Fischer à faire cela pour vérifier si chez l'homme, cette approche avait un sens. Alors, il existe beaucoup, je ne vais pas vous passer ça en détail, beaucoup d'applications de la thérapie génique, pas seulement dans les maladies génétiques. Il n'est pas évident d'ailleurs que toutes les maladies génétiques soient éligibles à cette approche, tant elles sont compliquées et tant au moment où on les découvre, les lésions sont tellement graves qu'il sera très difficile de les corriger. Mais il y a un énorme espoir derrière ces approches, du point de vue médical, avec, comme je le disais, un état de la science qui ne permet pas encore chez l'homme de le faire dans des conditions suffisamment sûres pour qu'on ne puisse pas, par exemple, courir le risque d'un effet mutagène, cancérigène de la thérapie en question. Donc, chez des malades souffrant de maladies génétiques pas trop graves, ces applications prendront beaucoup plus de temps que chez les malades dont la survie est mise en jeu à court terme. Parce que là, le choix, c'est malheureusement la mort à court terme ou une survie qui peut être prolongée de plusieurs années. Mais il faut savoir que ces applications sont loin d'être encore totalement sûres du point de vue de leurs conséquences, même de leur permanence. Par exemple, on peut appliquer ces techniques de thérapie génique dans le cancer. Alors pourquoi? C'est parce qu'on sait que les maladies cancéreuses, alors là, ça va me permettre d'insister sur un petit point, j'espère que je ne suis pas trop long, mais ne confondons pas le fait qu'une maladie cancéreuse est toujours une maladie génétique. La cellule cancéreuse est anormale du point de vue de sa génétique, son matériel génétique est altéré, et le fait que
cette altération n'est pas transmise de génération en génération, elle est présente seulement dans la maladie, dans la tumeur. Évidemment, certains cancers sont dits héréditaires parce que cette anomalie génétique est présente dans l'œuf et sera d'une part présente dans toutes les cellules de l'organisme, donc responsable de cancer quand la personne deviendra adulte ou même enfant, et ensuite transmis de génération en génération si cet adulte a la possibilité de le transmettre, avec le fait qu'on peut naître tout à fait normal, et parce qu'on est exposé aux rayons du soleil, parce que l'on fume, parce que l'on est exposé à des produits chimiques agressifs pour notre information génétique, nos cellules peuvent à un moment donné subir des altérations qui vont les conduire à un état cancéreux. Lorsqu'on a affaire à un cancer, on est toujours sûr qu'il y a des anomalies génétiques à l'intérieur de la tumeur, pas nécessairement dans les cellules normales, même si ce n'est généralement pas le cas, à côté. De là l'idée que si c'est une anomalie des gènes de la cellule du cancer, eh bien la thérapie génique pourrait être dans des versions très diverses, soit pour pousser la cellule cancéreuse à mourir et seulement la cellule cancéreuse, soit pour lui permettre d'être reconnue par notre système immunitaire de défense et donc être rejetée, donc qui conduit à la tuer, soit pour la normaliser, c'est-à-dire pour la rendre normale, c'est une stratégie qui est suivie, tout ceci à partir de gènes qui seraient injectés dans ces cellules cancéreuses. Mais on voit tout de suite la difficulté. Même s'il n'est pas nécessaire de toucher peut-être 100% de ces cellules cancéreuses, on voit bien dans le cas particulier du cancer que si on ne touche pas un grand nombre de cellules, on risque fort d'être inefficace. Or, nos méthodes ne permettent pas, encore aujourd'hui, de dire qu'on touche l'ensemble de toutes les cellules cancéreuses. Et puis, on aimerait bien ne toucher que les cellules cancéreuses et pas les cellules normales, qui, elles, par ailleurs, ne demandent rien du point de vue de la thérapie génique. Donc, on voit immédiatement à la fois un espoir réel, une méthodologie puissante, et en même temps, encore beaucoup de difficultés chez l'homme pour qu'elle soit demain matin chez le pharmacien, ou en tout cas au lit du malade. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes tous très inégaux face à la pathologie. Donc l'OMS, un jour, s'est penché sur la question, si je prends quelques grandes pathologies de l'homme, est-ce que je peux définir la part des gènes par rapport à la part de l'environnement? Alors, on a été très surpris de ça. Par exemple, l'obésité. Alors ça, c'est très connu. Chacun sait bien que certains d'entre nous, il suffit que, selon l'âge d'ailleurs en plus, il suffit qu'ils regardent une tartine beurrée, ils prennent 1 kilo, ou une banane, ils prennent 1 kilo, et puis d'autres peuvent manger le régime entier, et tout se passe bien, enfin, ou presque, parce qu'il peut y avoir des anomalies cachées. Donc on est tous parfois un peu jaloux du voisin qui, lui, peut manger comme il veut, pendant que nous, on est condamnés à faire un petit peu attention. Eh bien, 60 à 90% des obésités sont dues à une composante génétique. Ce qui d'ailleurs peut être dangereux du point de vue de la réaction de notre réaction à tous. Parce qu'au fond, on se dit, bah, si c'est génétique, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, donc si je n'y peux rien, bah, au fond, qu'ai-je à faire de mes régimes nombreux et au fond traumatisants? Sauf que, il est évident que si n'importe quel de ces individus, sauf cas très exceptionnel, s'astreint à un régime très précis, très strict, que bien entendu souvent on est incapable de tenir, parce que notre génétique nous pousse à le transgresser, eh bien, on peut tous éviter d'être obèses. On voit bien l'interaction là entre la génétique et l'environnement. On a la potentialité, c'est comme le tabac. C'est très facile de dire arrêtez de fumer, vous ne ferez plus de cancer du fumeur. Ben, on sait bien que c'est bien d'autres facteurs, et pas seulement la publicité à la télévision ou tout ce qu'on veut, qui poussent un certain nombre d'entre nous à être dépendants. Il y a des véritables mécanismes là derrière cela. Puis le diabète, et puis l'asthme, et puis la polyarthrite. Donc vous voyez que là, on a affaire à des pathologies considérables. Ceci est lié à une chose qu'on a reconnue dans l'écriture de notre génome, à savoir que si je prends n'importe quelle information génétique de chacun de vous, enfin l'information génétique de chacun d'entre vous, et que je la compare, votre génome, 3 milliards de paires de bases, avec votre voisine. Alors je ne prends pas la voisine parce qu'évidemment, il y a les chromosomes XY et XX qui sont déjà différents, mais 2 hommes entre eux, je vais trouver des différences, en gros, dans 10 millions d'endroits, 10 millions sur 3 milliards. En 10 millions d'endroits, je vais trouver des différences. Pas toujours les mêmes, évidemment.
Donc mon problème, c'est de reconnaître parmi ces 10 millions de différences, les quelques différences qui sont responsables de tel ou tel problème. Donc c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Aujourd'hui, nous disposons des moyens pour aborder cela. Alors je vais maintenant terminer en illustrant ce que vont apporter ces technologies dans deux situations. D'une part, le cancer, qui est mon domaine de recherche que je connais bien, et ensuite je terminerai par deux transparents pour vous brosser, enfin par trois transparents, pour vous brosser l'ensemble de toutes les applications médicales qui sont devant nous demain. Que vont être les progrès considérables dans le domaine du cancer? Quand je dis considérable, c'est moins de 5 ans. Le médecin sait bien, dans sa consultation quotidienne, que lorsqu'il reçoit, par exemple, des femmes souffrant de tumeurs du sein, la première geste qu'il fait, c'est une ponction pour prendre un tout petit morceau de tumeur et essayer d'identifier s'il a bien affaire à une tumeur ou pas. Et déjà à ce niveau-là, le médecin qui est qualifié pour cela sait reconnaître s'il s'agit d'un cancer ou pas et la nature du cancer. Ensuite, on opère, en général pour enlever le morceau de tumeur, et face à ce morceau, à cette tumeur, on regarde au microscope la nature de la tumeur. Et si je schématise, et vous me le pardonnerez, je dirais qu'à partir de l'examen microscopique et l'examen chirurgical, c'est-à-dire le degré d'extension, est-ce qu'il y a des ganglions envahis ou pas, tout le geste thérapeutique qui suit, c'est-à-dire tout le protocole thérapeutique est fixé par le diagnostic initial. On va appliquer tel traitement qui est celui qui permet d'avoir la meilleure taux de réponse. Malgré les progrès accomplis depuis maintenant 30 ans dans la connaissance des processus fondamentaux qui conduisent une cellule normale à la cellule cancéreuse, le niveau de guérison, le niveau d'espérance de guérison n'a pas beaucoup progressé. On est toujours aux alentours de, face à une tumeur donnée, 50, un peu plus de 50% vont survivre à long terme, mais malheureusement, un peu moins de 50% vont ne pas survivre à long terme. Et pour le médecin, c'est inacceptable. Pourquoi? Comment expliquer que face à deux tumeurs qui se ressemblent de manière telle qu'on ne puisse pas les distinguer au microscope, l'une guérira, l'autre pas? C'est inacceptable et c'est difficile à admettre, surtout quand les chercheurs lui disent en permanence qu'ils font des tas de progrès, que tout ceci est de mieux en mieux connu. Lui dit oui, d'accord, mais moi, ça ne me règle pas mes problèmes. Aujourd'hui, les méthodes de la génétique moderne, celles que je vous ai illustrées sous le vocable de génomique à grande échelle, des biologies à grande échelle, vont nous permettre d'accomplir les gestes suivants. Je prends toujours la tumeur, on l'opérera toujours, parce que bien entendu, on a besoin de la tumeur pour savoir ce qu'il y a en elle, et je vais, au lieu de regarder au microscope, faire une lecture de toutes les anomalies génétiques présentes au sein de cette tumeur en les comparant à la cellule normale qui est juste à côté. J'aurai donc, au bout de quelques heures, une espèce de carte de toutes les anomalies génétiques de la tumeur. Ceci se fait déjà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour des tumeurs du même type, on peut déjà les catégoriser en sous-groupes, ayant des anomalies très différentes, et les tumeurs dans un sous-groupe se ressemblant encore entre elles assez. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est que cette fois, si je regarde le taux de succès de mon traitement dans un sous-groupe, pourtant pour les mêmes tumeurs, je peux arriver à 80 à 85% de succès, quand évidemment dans d'autres sous-groupes, je n'ai que 10 à 20% de succès. J'arrive déjà à discriminer et à apporter une aide au médecin en lui disant « cette tumeur-là, le traitement actuel n'est pas encore 100%, mais c'est bon. Celle-là, ce n'est pas le bon traitement. » Donc, le médecin va se trouver obligé de définir d'autres traitements. Disposera-t-il d'autres traitements? C'est une autre chose à savoir. Mais déjà, je progresse. Mais qui plus est, si j'applique ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'épilepsie à la tumeur, ayant identifié les anomalies génétiques présentes dans chacune des tumeurs, je peux définir les molécules, à terme, ça c'est beaucoup plus hypothétique, mais je peux définir le cocktail de molécules spécifiques de chacune des altérations présentes dans ces tumeurs-là. C'est-à-dire que je peux avoir demain un traitement à la carte pour chacune des tumeurs chez chaque individu. Alors ça, c'est déjà du moyen terme, c'est 10 ans peut-être. Encore que les efforts sont tellement grands actuellement qu'on peut imaginer que ça aille beaucoup plus vite. On l'espère tous.
Mais ensuite, je sais bien que selon l'individu, telle molécule sera tel médicament, sera plus ou moins efficace. Vous savez tous, par exemple, que certains médicaments sont allergisants chez certains d'entre vous et pas chez d'autres, et que ces réactions allergiques peuvent parfois être extraordinairement dangereuses. Comment puis-je déceler les individus qui, parce qu'ils ont une certaine carte génétique, c'est-à-dire la carte génétique de l'hôte, du malade, seront sensibles ou pas au traitement? Voilà aussi une approche qui se met en place aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la pharmacogénomique et la pharmacogénétique. Et bien entendu, je peux, avec la démarche que je vous ai expliquée tout à l'heure, et ça posera des problèmes très difficiles dans les relations entre non pas le malade, mais l'homme ou la femme bien portante qui vient voir son médecin et son malade, qui, connaissant chez cet individu-là un gène de prédisposition, devra ou pas lui dire « vous avez ce gène », en sachant que on ne saura jamais si à 100%, évidemment, on développera un cancer. Quand on sait à coup sûr, il faut le dire, mais dans lequel on dira vous avez certains risques. Alors, par exemple, face à un gène qui prédisposerait au cancer du fumeur, je ne vois pas la difficulté pour le malade de dire ça. Sauf que si la personne n'arrive pas à s'arrêter de fumer, vous voyez l'angoisse que cela crée. On peut imaginer une médecine extraordinairement efficace dans sa capacité à prédire et extraordinairement anxiogène, extraordinairement susceptible, au fond, d'être traumatisante pour le vécu quotidien. Voilà tout un ensemble de questions qui se posent dès aujourd'hui aux médecins. Et ma réponse personnelle, c'est que c'est dans le discours singulier, très confidentiel, entre le médecin et son malade, ou même pas son malade, d'ailleurs son éventuel futur malade, que doit résider la solution. C'est dans cette interaction très, très personnelle que la personne doit savoir. Ce qui veut dire quand même qu'il faut que le médecin passe un peu de temps avec chacun de nous au lieu de nous expédier rapidement. Alors, quelles sont les autres applications de toutes ces découvertes? On va les balayer rapidement. D'abord, c'est pour ça que tout ça va expliquer pourquoi il y a un engouement autour de ça et pourquoi se développent toutes ces entreprises. On peut dire qu'à partir de la connaissance de tous les gènes de prédisposition et autres, on va développer une nouvelle panoplie de molécules dont chacun espère qu'elles seront plus efficaces, moins agressives, moins toxiques, car plus spécifiques de tel gène et pas de tel autre. Ceci est probablement une illusion, mais peut permettre de développer de nouvelles pharmacopées. Peut-être que d'ailleurs des molécules qu'on a ignorées pendant longtemps se révéleront de ce point de vue, chez certains d'entre nous, extraordinairement intéressantes. On dispose dans nos tiroirs de molécules qu'on n'a pas commercialisées parce qu'on soupçonnait qu'elles seraient très agressives chez certains individus, pas chez d'autres. Donc, devant le risque couru par ces individus-là, évidemment, on ne les a pas commercialisés, on n'a même pas envisagé cela. Dans le monde des vaccins, l'utilisation des informations génétiques peut conduire à des méthodes de vaccination radicalement nouvelles, faisant appel, par exemple, à l'information génétique des organismes et permettant donc d'obtenir, sans qu'il y ait, en éliminant les côtés dangereux de ces applications, à des méthodes de vaccination beaucoup plus performantes et plus simples que d'autres. Par exemple, l'idée est pour les pays du Sud, et ça pose des problèmes que vous pouvez imaginer de réflexion sur avons-nous le droit de le faire, mais ce serait évidemment aussi pour les pays du Nord, d'associer à un aliment une propriété vaccinante. Et vous savez tous vous avez tous entendu parler probablement de l'éradication en France de la rage, simplement en dispersant des aliments comportant des éléments vaccinants contre la rage et que les renards, en mangeant, incorporaient. On peut imaginer que ça aille vers ça, sauf que, évidemment, il faut vérifier qu'en faisant cela, on n'est encore pas en situation de fabriquer n'importe quoi qui pourrait se révéler dangereux pour le futur. Donc vous voyez que déjà dans le domaine du classique, on a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors maintenant, il y a tout le secteur que je vous ai illustré tout à l'heure avec l'érythropoïétine et qu'on peut appeler les molécules issues de nous-mêmes, du vivant. Là, je faisais appel à des molécules chimiques. Le génie du chimiste est en jeu. Là, je vais essayer de tirer profit de mon arsenal de protéines
les hormones, les facteurs de croissance, des molécules anti-infectieuses comme les interférons, sachant que jusqu'à maintenant, nous connaissions en gros 5 à 10% des gènes humains. Et que dès l'instant où on en connaît pratiquement 100%, on peut imaginer que notre arsenal de méthodes et de molécules va s'agrandir énormément. Ceci est en plein développement actuellement. Évidemment, chacun jamais ne sait si un gène qui code pour une hormone sera évidemment à l'origine d'un médicament ou d'une hormone inutilisable chez l'homme. De là, à nouveau, la stratégie des entreprises de biotechnologie dans laquelle ce gène en question est étudié et pas un autre. Vous savez qu'en France, le don du sang est gratuit. C'est un don. Donc ça nous permet de commercialiser des facteurs issus, extraits de ces plasmas, avec, dans un coût qui paraît acceptable et qui permet de traiter, par exemple, les hémophiles ou d'autres maladies qui sont caractérisées par l'absence de facteurs sanguins. Il y a quelques mois, l'information a été publiée dans la littérature scientifique sur la présence dans le sang humain, et chez l'animal, bien sûr, dans les modèles expérimentaux, éventuels de prions, donc ces agents de la vache folle. Et donc, comme nous sommes incapables de déceler chez l'homme aujourd'hui si nous sommes contaminés par ce que par ces prions ou pas, la question s'est immédiatement posée. Avons-nous le droit, sommes-nous sûrs, quand nous purifions ces facteurs du sang, de ne pas reproduire ce qui s'était passé pour l'hormone de croissance il y a 20 ans? Aujourd'hui, ceci serait totalement inacceptable. Donc, immédiatement, la purification de ces facteurs a été stoppée, ou plus exactement l'utilisation, sauf que les seules entreprises de biotechnologie qui existaient capables de fabriquer certains d'entre eux étaient aux États-Unis, dans une version prévue pour le marché, pour un petit marché nord-américain et pas du tout pour l'Europe. Et donc, on s'est retrouvé sans rien. D'ailleurs, ça montre en passant que ceux qui se disent qu'au fond, il suffit d'attendre les progrès ailleurs et qu'on n'a pas besoin de faire les mêmes efforts en France devraient réfléchir à deux fois, parce que l'expérience en question montre que les entreprises, lorsqu'elles sont localisées dans un territoire, ont tendance à s'occuper du territoire immédiat et pas forcément du monde entier, d'autant qu'elles n'ont pas le marché ouvert. Donc, si on avait eu, nous, nos propres entreprises dans ce domaine-là, peut-être qu'on aurait pu répondre. En tout cas, cette information s'est révélée inexacte, mais c'est vous dire que demain, il est probable que la plupart de ces facteurs seront produits par des entreprises de biotechnologie et ne seront plus extraits du plasma, qui se révèle évidemment une source peu bon marché, puisqu'on ne le fait pas payer, mais qui n'est pas aussi sûr qu'on peut le penser toujours. Et puis la thérapie génique dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est une autre application de ces techniques. Alors, il y a combiné à l'utilisation de ces gènes d'autres approches dérivées des biotechnologies et dérivées de la recherche, comme la thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Alors ça, c'est véritablement l'un des développements les plus récents, puisqu'il y a encore 4 ans, on ignorait même l'existence chez l'adulte de cellules capables à la fois de régénérer les cellules du sang, ça on le connaissait depuis longtemps, mais en même temps, par exemple, des cellules musculaires et des cellules du système nerveux central, et que par conséquent, on avait simplement recours, du point de vue des idées, au fameux clonage thérapeutique, c'est-à-dire repasser par un stade cellulaire très immature, l'embryon, au sein duquel on grefferait votre information génétique et à qui on demanderait, cellules à qui on demanderait de bien vouloir reproduire in vitro les cellules dont on a besoin pour traiter le Parkinson, l'Alzheimer et toutes ces pathologies. Eh bien, la découverte de ces cellules, à nouveau, offre une possibilité de développement thérapeutique nouveau que les biotechnologies sont en train de mettre en place aujourd'hui dans différentes sociétés dans le monde. Personne ne sait si ça marchera, mais c'est suffisamment prometteur. Et puis les organes bioartificiels, demain. Enfin, il y a un dernier secteur dans lequel toutes ces technologies vont intervenir, c'est le domaine du diagnostic et de l'instrumentation. C'est-à-dire, au fond, l'application de ces méthodes dans la détermination de tout un ensemble de paramètres qui jusque-là étaient réservés à la biochimie. Je n'insiste pas, j'ai fait allusion à cela il y a
au cours de mon exposé. Simplement, sachez que le laboratoire d'analyse médicale qu'on connaît aujourd'hui dans sa forme macroscopique se réduira dans quelques temps à une lame de microscope, tant les techniques actuelles se miniaturisent et s'informatisent. Alors tout ceci ne va pas aller sans difficulté pour notre société. Parce que, à la fois les travaux de recherche, mais en même temps les applications industrielles, j'ai listé là tout un ensemble de questions qui me sont venues à l'esprit au cours de ces années et qui vont se poser à nous tous. Évidemment, face à tout ce que je vous ai dit, il y a le danger de la dérive eugénique, c'est-à-dire de se dire, alors il y a la dérive eugénique, disons à bas bruit. Demain, si un couple vient en disant « Est-ce que vous pourriez me sélectionner un enfant mâle plutôt qu'une fille, parce que j'ai déjà 3 filles ?» Bon, ceci est à notre portée, bien entendu, aujourd'hui. Faut-il le faire, ne faut-il pas le faire? Il y a aussi, évidemment, la tentation, face à une cellule embryonnaire, de dire si je greffais 3 gènes de l'intelligence, ce qui était stupide totalement du point de vue scientifique, mais qui peut être vendu par des marchands sans scrupules, de dire au fond, pourquoi ne pas donner des chances à mon enfant futur en lui permettant de disposer d'un avantage de ce type, etc., etc. Ceci peut être considéré comme un danger faible face à notre développement. Je pense qu'il serait mieux de l'interdire complètement, au moins dans une forme suffisamment précise pour qu'il n'y ait plus de doute. Alors la dérive policière, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, cet argument. Je vous illustre simplement les questions qui vont se poser à nous tous. C'est un des responsables de la police nationale qui un jour est venu visiter Évry, le Génopôle, où tout ceci se développe, et qui me disait « Mais est-ce que vous avez réfléchi à l'idée que peut-être demain, à force de voir leur poste de radio... » Alors, la dérive policière, c'est quoi? C'est l'obligation dans laquelle nous serions d'être tous fichés dans un fichier national de cartes génétiques pour se substituer, par exemple, aux empreintes digitales, qui ne sont évidemment pas aujourd'hui utilisées de manière complète. Mais là, l'idée, ce serait qu'au moment où on est, comme on le fait aujourd'hui, d'ailleurs, on prend un peu de sang, et à partir de ce sang, on établit votre carte génétique. Vous avez sûrement entendu dire récemment, à propos d'un tueur en série, que si on avait disposé de ce fichier national, on aurait pu empêcher la mort de 4 jeunes femmes, ou même le temps qu'on réalise qu'on avait un tueur en série ou un violeur, et très vite, on aurait pu l'identifier. On l'aurait même identifié en 24 heures. Son nom. Dans le cas particulier, s'il s'agit d'un viol, évidemment, on reconnaît le propriétaire du sperme. Ça ne pose aucun problème, et c'est sûr comme méthode. Déjà, quand on pose un problème de cette nature, on a tendance à dire pourquoi se priver de cette méthode-là? Sauf que ça suppose que tout le monde soit fiché. Mais demain, qu'est-ce qui empêche chacun d'entre nous d'espérer que face au 3e vol de voiture ou 3e vol de radio dans la voiture, nous, à partir d'un cheveu qui traîne dans la voiture, on sait reconnaître à qui il appartient. Racine de cheveux. Or, il y a toujours quelques cellules qui traînent, apparaît une effraction de ce genre. On sait faire ça. Là encore, va-t-on utiliser ces techniques pour aller pour justifier, face à un besoin sociétal, l'utilisation de ces méthodes? Le clonage, je l'ai évoqué tout à l'heure, les cellules souches, génétique et travail. Aux États-Unis déjà, me dit-on, je n'ai pas vérifié, donc c'est à vérifier, on me dit que ces méthodes sont utilisées dans le rapport entre le travailleur et son employeur. Le travailleur disant, vous voyez, je ne souffre d'aucun de ces gènes dont on parle tant, je n'ai pas d'altération dans ce droit-là, donc vous pouvez m'embaucher puisque je ne vais pas faire un cancer dans les 2 ans. Ce qui est évidemment idiot, puisque nos méthodes sont loin d'être capables de dire cela. Mais c'est déjà quand même... Puis il y a une autre tendance de l'employeur qui consiste à dire, moi, dans toute condition de travail, il y a un certain risque, on peut avoir une pathologie dans le dos, on peut être sensible aux pathologies articulaires, les gens peuvent développer des contractures dorsales parce qu'ils sont exposés devant leur machine à écrire tout le temps. Donc je vais choisir les secrétaires pour qu'elles ne développent pas ces pathologies sur la base de leurs caractéristiques génétiques. Tout ceci, évidemment, de la science-fiction et de l'application fiction, parce que pour l'instant, ça n'a aucun sens. Dans 5-10 ans, ça aura du sens. Mais je préfère en parler maintenant. Faut-il aller vers cela? Génétique et assurance. Vous avez entendu dire que les compagnies d'assurance refusaient aujourd'hui de prendre en charge
certains malades souffrant de maladies génétiques, mais demain, elles pourront éventuellement disposer, enfin c'était une demande dès 1994 des compagnies d'assurance, de disposer de certaines informations génétiques sur la base de « nous vous demandons bien de renseigner une feuille dans laquelle nous vous demandons un certain nombre de caractéristiques biochimiques ». Pourquoi ne pas les compléter par des données génétiques? Ça nous permet de calculer votre risque personnel de manière plus précise, donc de mieux vous assurer. En 1994, la réponse a été non, parce que de toute façon, ça n'avait aucun sens. Donc il y a eu un moratoire de 5 ans jusqu'en 1999, renouvelé pour 5 ans. Mais là encore, ne portons pas l'accusation aux seules compagnies d'assurance, ce serait trop simpliste. Il y a aussi la tendance que nous aurons, nous, chacun de nous, à essayer, pour minorer notre contrat d'assurance, à démontrer qu'on est un sujet à peu de risques. Donc tout ça n'est pas simple. Enfin, chacun en a entendu parler, la brevetabilité des gènes, la brevetabilité du vivant. Jusqu'où peut-on aller dans la marchandisation de ce que sont ces connaissances et ces applications? Là, il y a eu une tendance aux États-Unis, disons-le clairement, où au fond un dollar est un dollar et c'est déjà important, d'aller vers une breveter n'importe quoi, y compris des choses qui n'avaient aucun sens du point de vue de ce qu'est la définition d'un brevet. Quand on applique clairement les définitions d'un brevet, il n'y a pas plus de problèmes dans le vivant, ou presque, qu'il n'y en a ailleurs. Simplement, compte tenu des enjeux commerciaux et industriels, chacun a eu tendance à dire je protège, je protège, je protège. Si bien qu'on arrivait à un système dans lequel même la connaissance, le fait de découvrir une nouvelle fleur aurait pu être breveté, alors que ça appartient évidemment au patrimoine de l'humanité. Donc, pourquoi est-ce que j'évoque tous ces problèmes-là? Parce que je me rends compte à Évry, où je travaille, où beaucoup de gens viennent nous rendre visite et discutent avec nous, au fond, du danger que représente la rapide introduction dans notre société de toutes ces questions. Dans une société qui n'est pas, généralement, la nôtre n'est pas la seule, préparée à ces débats, et l'urgence qu'il y a à faire en sorte qu'un minimum de connaissances soit apporté par les grands médias autour de ces questions-là, de manière à ce que nous évitions d'aller sur ces questions dans les véritables guerres de tranchées auxquelles on assiste aujourd'hui, ou à propos du nucléaire, on ne peut plus dire un mot dans le domaine du nucléaire sans être immédiatement catalogué par les uns d'ennemis de l'humanité ou par les autres. Donc c'est une guerre de tranchées dans laquelle le débat intelligent n'existe plus, dans lequel il y a une caricature des positions, dans lequel il y a une opposition frontale entre deux tendances où plus personne ne dialogue, ne discute. Or, derrière ça, il y a tout de même des progrès considérables à attendre. Et par conséquent, il serait meilleur que nos sociétés se montrent de ce point de vue un peu plus matures et permettent, dans l'organisation du débat, de prendre des décisions en connaissance de cause et pas dans une espèce de guerre des tranchées. D'ailleurs, le débat sur les OGM, tout à fait entre nous, était du même acabit que ce qu'on a connu ou ce qu'on connaît sur le nucléaire. C'est exactement du même ordre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vrai débat intelligent sur ce que représentaient des OGM, leurs intérêts. Je peux démontrer de manière indéniable que de toute façon, on aura recours aux OGM, y compris dans les champs, le jour où il y aura un accident grave. La pression sociale, votre pression, notre pression sera telle qu'on obligera à les utiliser. On peut citer des exemples simples, très simples. Mais on ne peut pas le dire, parce que si vous dites ça, vous êtes immédiatement catalogué comme le défenseur des trusts multinationaux, comme un pourfendeur de ces pauvres paysans qui sont réellement un vrai problème. Moi, j'ai fait 2 débats avec José Bové là-dessus. Au total, dans beaucoup de choses qu'il dit, moi, je me retrouve. Enfin, je veux dire, beaucoup de choses sont intéressantes dans ce qu'il dit. Sauf qu'il s'est servi des OGM pour défendre des positions qui n'ont rien à voir avec le problème des OGM. Bon. Donc, quand on en arrive à une caricature pareille, il me semble important qu'on prenne conscience de l'urgence qu'il y a face à toutes ces questions, à instaurer dans ce pays, et dans d'autres d'ailleurs, vraiment les conditions d'un vrai débat de fond autour de tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de votre attention.